Le cabinet des arts graphiques du domaine de Chantilly propose jusqu'au 3 janvier une exposition consacrée à Carmontel. Exposition intitulée Carmontel ou le temps de la douceur de vivre. En effet, ce dessinateur et aquarelliste parisien incarne le temps du XVIIIe siècle, le temps qui va s'achever avec la Révolution française, le siècle des Lumières. Et cet artiste, qui à vrai dire est un amateur éclairé, qui fait partie de la maison des ducs d'Orléans, qui travaille à leur côté, qui amuse les invités du Palais Royal, de Saint-Cloud, de Villers-Cotterêts, va faire le portrait de tout ce qui compte dans le Paris du XVIIIe siècle. Les grands artistes, les musiciens, les comédiens, les cantatrices, les philosophes et bien sûr les scientifiques qui font les beaux jours de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il évolue dans ce milieu, poussé par son ami le baron Grimm, autre écrivain proche des philosophes également, qu'il introduit entre autres auprès de Madame d'Épinay. Et grâce à lui, on a une sorte de photographie de l'Ancien Régime juste avant la Révolution française, au temps des Lumières. Alors Carmontel, c'est à vrai dire un pseudonyme. De son vrai nom, il s'appelle Louis Carogis, il est né à Paris en 1717, il est le fils d'un maître artisan, un cordonnier d'origine ariégeoise. Et dès 1744, lorsqu'il est parrain d'un de ses jeunes parents, il apparaît comme géomètre. Géomètre, ingénieur du roi, c'est quelqu'un qui a fait des bonnes études de mathématiques, de géométrie, mais qui n'est pas destiné aux beaux-arts. En fait, il va d'abord travailler au service des militaires pendant la guerre de succession d'Autriche, puis pendant la guerre de 7 ans, comme géomètre, comme ingénieur militaire. Il va lever donc, selon l'expression du temps, les terrains sur lesquels se déroulent ces différents combats, mais il va surtout occuper son temps à faire les portraits des aristocrates qui font partie donc de l'état-major militaire, et il va acquérir une certaine réputation comme dessinateur et comme portraitiste. Un de ses amis dira de lui qu'il fait des portraits mauvais mais ressemblants. C'est toute la critique qu'on peut faire de l'art de Carmontel, un art plaisant, un art d'amateur, un art qui reflète vraiment l'époque du XVIIIe siècle. Donc faisant ses portraits de militaires dans le camp, il va se faire beaucoup d'amis, notamment c'est ce qui va lui permettre d'entrer très vite en 1759 au service du duc de Chartres, donc le fils du duc d'Orléans. Il devient en 1759 lecteur du duc de Chartres. Cette fonction doit lui permettre d'enseigner la géométrie, les mathématiques à ce jeune prince, mais c'est surtout un amuseur et c'est ainsi qu'il entre dans la cour du Palais Royal, le duc de Chartres n'étant autre que le futur duc d'Orléans, plus connu sous le nom de Philippe Égalité, qui votera la mort du roi en 1793. Pour l'heure, il est au service de son père, Louis-Philippe d'Orléans, qu'on appelle, pour le distinguer de ses prédécesseurs, le gros-duc. Effectivement, le duc d'Orléans a une certaine rondeur, comme on peut le voir sur les dessins de Carmontel ici exposés, et il va donc travailler pour toute la famille d'Orléans, que ce soit le jeune duc de Chartres, son protecteur et son mécène, mais aussi la sœur de ce dernier, Bathilde d'Orléans, qui va épouser le duc de Bourbon, le fils du prince de Condé, propriétaire de Chantilly au XVIIIe siècle, et c'est ainsi qu'on découvre, au hasard des portraits levés par Carmontel, toute la cour du XVIIIe siècle, toute la famille royale, tous les proches de la famille du roi. Alors nous voyons ici le portrait de Carmontel en train de dessiner ces fameux portraits de profil. Il est assis à sa table sur une terrasse, belle demeure du XVIIIe siècle, comparable au Palais Royal à Saint-Cloud ou à Villers-Cotterêts, où il travaillait habituellement. Il a un habit fleuri tout à fait extraordinaire, car les habits des gentilshommes au XVIIIe siècle sont très colorés, à la différence de ce que ce sera dans la bourgeoisie louis-philipparde du XIXe siècle. Et il est en train de travailler donc à ce cahier, une sorte de livre de raison, où il a les portraits donc, de toutes les personnalités qui comptent, qu'il est amené à rencontrer et dont il demande à faire le portrait. C'est de ces dessins qu'il fera des copies, qu'il donnera au modèle. On le voit donc en train de travailler avec son porte-mine, et puis il enlumine à la gouache et à l'aquarelle ses dessins, qui sont toujours réalisés d'abord à la mine de plomb avec un peu de sanguine pour les traits du visage. Donc le personnage ici en pleine réalisation de ses dessins. Juste en dessous, on a un des albums réalisé par le duc d'Aumale lorsqu'il a acheté la collection des dessins de Carmontel. Le gros de la collection, le duc d'Aumale l'a acheté en 1876
à Mackay, c'est-à-dire le gérant de la galerie Colnaghi à Londres. On lui propose une collection de plus de 400 dessins de Carmontel. Il va les faire monter dans des albums. Nous avons 10 albums tels que celui-ci, d'où sont extraits temporairement les dessins qui sont ici exposés. Et nous avons ouvert l'ouvrage à la page symbolique de son maître, qui est le duc d'Orléans, donc Louis-Philippe dit le Gros, qui a vécu de 1725 à 1785 et qui est le père donc, du jeune duc de Chartres, plus connu sous le nom de Philippe Égalité, qui est de l'autre côté et qui lui fait face. Ici, Carmontel nous représente le duc de Chartres dans sa belle jeunesse, comme le dit le petit commentaire qui figure en bas du dessin, et il porte l'habit de Villers-Cotterêts. En effet, les aristocrates portaient un habit différent dans chacune des maisons qu'ils habitaient, et c'est à cela aussi qu'on reconnaissait, notamment lors des chasses à courre, à leur habit de vénerie, les différentes familles lorsqu'on était amené à se croiser en forêt. Alors, il y a un dessin aussi très amusant de Carmontel, ce sont les gentilshommes en rouge. C'est le seul prêt de l'exposition temporaire, il est en collection privée et il nous montre donc 6 gentilshommes vus de dos portant la livrée rouge des Orléans. Et ce qui est amusant, c'est que Carmontel, qui a quelquefois du mal à faire les personnages de face, ici les représente de dos, et ce qui amusait les contemporains et toute la cour du Palais Royal ou de Saint-Cloud, en l'occurrence Saint-Cloud puisque c'est là que le dessin a été réalisé, on reconnaît ces personnages alors qu'ils sont vus de dos. Et effectivement, leur nom figure au dos du dessin. Et pour chacun des contemporains, il était aisé de les reconnaître de par leur posture, leur attitude, leur silhouette ou leur symbole. Car il ne vous échappera pas que dans chacun des dessins, on a un petit détail qui attire l'attention du spectateur sur la qualité de la personne représentée. Il y a toujours un petit symbole, un attribut, dirait-on, dans l'iconographie religieuse, qui permet d'identifier le modèle au cas où on en douterait. Par exemple, le prince de Condé, Louis-Joseph, propriétaire de Chantilly au XVIIIe siècle, grand prince mécène qui fait construire le hameau, le jeu de paume, le bâtiment neuf ou château d'Enghien, eh bien ce personnage est aussi un grand militaire. Et pour lui rendre hommage, Carmontel représente derrière lui une caisse de laurier, quoi de plus naturel dans un jardin au XVIIIe siècle. Mais le laurier, bien sûr, signifie la valeur militaire chère à la famille de Condé. Et on voit en plus sur la caisse de laurier une petite inscription à la plume, Grüningen, Johannisberg. Ce sont bien sûr les 2 batailles où s'illustre le prince de Condé durant la guerre de 7 ans. Alors on peut voir aussi des dessins un peu plus amusants pour varier les sujets. On a disposé ici également le portrait du responsable de l'équipage, du valet de limier avec ses chiens, ou encore le jeune domestique qui vécut à l'Écossaise, qui est un jeune adolescent noir, qui était fréquent à la cour du XVIIIe siècle bien sûr. Bathilde d'Orléans est la sœur de Philippe duc de Chartres, Philippe Égalité. Elle va épouser donc en 1769 le duc de Bourbon, fils du prince de Condé, et en fait elle est le lien entre la famille d'Orléans et la famille de Condé, d'où le legs de Chantilly au duc d'Aumale. Donc on trouve ici en fait toutes les origines de la famille de Condé comme d'Orléans, ce qui pouvait évidemment que toucher le duc d'Aumale, leurs descendants. Dans cette vitrine, nous découvrons les productions littéraires de Carmontel. Car avant d'être dessinateur, c'est surtout un écrivain et un auteur dramatique. Il a publié en effet en 1775 4 volumes, ici dans des reliures aux armes d'Orléans, ce qui est tout à fait naturel, ses proverbes ou comédies. Il avait une certaine notoriété à la fin du XVIIIe siècle. Son ami Diderot lui a conseillé de vendre ses portraits à la grande Catherine de Russie. Catherine de Russie a vu les dessins, on a fait graver une bonne vingtaine, certaines d'ailleurs sont conservées à Chantilly également, et ça a aussi diffusé l'art de Carmontel dans toute l'Europe du XVIIIe siècle, dans cette Europe cosmopolite où toutes les personnalités qu'on voit ici parlaient aux contemporains. Le dessin le plus célèbre de Carmontel est sans nul doute le portrait de Mozart enfant, jouant avec son père Léopold Mozart et sa sœur, surnommée Nannerl, à la cour du Palais Royal, puis à la cour de Versailles. Pendant l'hiver 1763-1764, le jeune Mozart vient donc se produire, il fait une grande tournée dans toute l'Europe, accompagné par son père, qui est lui-même violoniste, et le jeune prodige va évidemment enthousiasmer aussi bien la cour du Palais Royal, où les Mozart sont accueillis par le duc de Chartres, que la cour de Versailles, où le jeune Mozart va être admis à dîner au grand couvert avec la famille royale. Et Léopold Mozart, le père, se désolera en disant « Si tous les baisers que ces dames de la cour donnent à mon fils étaient des pièces d'or, je serais maintenant riche. » Donc grand succès de cour pour Mozart, qu'on voit ici dans ce merveilleux dessin, pris sur le vif, probablement au Palais Royal, là où Carmontel, évidemment, officiait en tant que lecteur du duc de Chartres, où il a pu rencontrer le jeune prodige. On a aussi, dans les dessins de Carmontel, d'autres dessins évoquant la musique
et le théâtre, comme par exemple cette composition avec 5 personnages qui est assez rare dans les dessins de Carmontel, où on voit toute la musique des princes de Conti. Les Conti, ce sont les cousins des princes de Condé. Ils sont à l'Isle-Adam, non loin d'ici, et ils réunissent à leur cour un certain nombre de musiciens extrêmement connus. Mais Carmontel, qui est avant tout un auteur dramatique, sur son acte de décès, on dira rentier homme de lettres. On ne parlera pas de ses dessins, qui sont pour lui un amusement et un à côté. C'est vraiment un amateur en matière de dessin, mais un amateur éclairé, comme on le voit. Eh bien, Carmontel donc, va réaliser les portraits des personnages les plus connus qui jouent l'opéra. Par exemple, ici, on a la Chevalier jouant un rôle dans une robe absolument magnifique. Un peu plus loin, on a la célèbre Sophie Arnould jouant Pyramétis B. Donc des personnalités tout à fait connues à son époque. Et évidemment, Carmontel est de toutes les premières, de toutes les pièces qui se jouent tant au théâtre qu'à l'opéra à Paris. Alors, il y a un dessin assez amusant qui est celui de l'anglais David Garrick. Garrick, qui est donc un auteur et comédien et tragédien anglais. Et comme il joue aussi bien la tragédie que la comédie, Carmontel, qu'il a vu jouer à Paris, le représente sous 2 angles différents. D'un profil à gauche, on le voit en tragédien, et dans le profil à droite, on le voit en comédien, doubles aspects des talents de ce personnage. Mais la musique est avant tout ce qui motive Carmontel. On a par exemple ici un portrait de Rameau, le célèbre Jean-Philippe Rameau. Il ressemble beaucoup à Voltaire, une ressemblance qui est assez frappante. Et puis il y a aussi des scènes de théâtre en société, puisque Carmontel était habitué à jouer des scénettes, à faire jouer des scénettes à son entourage aristocratique, et donc on peut voir ainsi des personnes de la bonne société jouer entre eux, quelquefois avec des gestes un peu grandiloquents. Tout le monde n'a pas le talent de Garrick. Alors Carmontel va être introduit par son ami le baron Grimm dans les différents salons qui se réunissent à Paris à la fin du XVIIIe siècle et qui vont créer par voie de conséquence, avec le siècle des Lumières, les idées pré-révolutionnaires. Grimm va ainsi l'introduire chez Madame d'Épinay. Grimm est très lié à Madame d'Épinay, qui va accueillir entre autres Jean-Jacques Rousseau dans son ermitage à Montmorency, non loin de Chantilly d'ailleurs, et Carmontel va ainsi pénétrer les cercles intellectuels les plus fermés. On va trouver ainsi le salon de Madame Doublet, par exemple, Madame Doublet qui avec son frère l'abbé Legendre a un salon parisien dans le quartier des Halles, ou avec Bachaumont, qui est représenté aussi dans un des dessins de Carmontel ici exposé. Madame Doublet va réunir toutes les semaines ce qu'elle appelle ses paroissiens, et on va échanger des idées sur toute l'Europe cosmopolite du XVIIIe siècle, des idées politiques évidemment un peu critiques. C'est l'époque du siècle des Lumières, et donc cet aspect de la sociabilité mondaine est très présente chez Carmontel. Mais on voit aussi de très beaux dessins où de jeunes femmes de la haute bourgeoisie ou de la haute aristocratie, c'est ici le cas, discutent entre elles, lisant des livres, vous voyez, un livre de la Bibliothèque Bleue, manifestement. Elles discutent entre elles, mais dans un intérieur absolument superbe. On peut découvrir à la fois des costumes extraordinaires, mais aussi des mobiliers étonnants. C'est plein de petits détails sur la vie quotidienne que nous livre aussi Carmontel. Il y a aussi cet aspect dans l'œuvre conservée de Carmontel qui est important, ou par exemple des personnages qui dégustent ici un thé, c'est déjà la mode du temps, dans des porcelaines de Chantilly qui ne sont pas sans évoquer ce qui est exposé en ce moment à Chantilly au premier étage, dans l'exposition porcelaine de Meissen et de Chantilly. On peut découvrir aussi le portrait de la Live de Julie, par exemple. La Live de Julie, qui est l'introducteur des ambassadeurs du roi Louis XV, qui est un amateur éclairé comme Carmontel, qui touche joliment de la harpe, comme on peut le voir. Notez l'élégance de son gilet brodé de fleurs. Cette partie de l'exposition évoque les idées de Jean-Jacques Rousseau, avec notamment le retour à la nature et puis l'éducation qui devient très importante pour les notabilités de la fin du XVIIIe siècle, puisque à la différence des époques anciennes où on n'élevait pas ses enfants, où les personnes de la haute société les confiaient à des gouvernantes, à des nourrices, là au contraire, après la publication de l'Émile par Jean-Jacques Rousseau, on va s'intéresser davantage à sa progéniture, on va l'élever, l'éducation va devenir un thème important. Mais c'est aussi le moment où on revient à la nature. Ce qu'évoque par exemple ce dessin charmant de 2 dames du monde qui, vous le voyez, coiffées avec de hautes coiffures poudrées, avec une coiffure à la Marie-Antoinette sous des structures métalliques, avec des robes très élégantes à rayures. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font ces dames? Elles sont en train de traire les vaches et de goûter le lait.
une image un peu idyllique du retour à la nature tel qu'on le vit dans les cercles aristocratiques de la meilleure société parisienne. C'est évidemment l'époque de la laiterie de la reine Marie-Antoinette, c'est les mêmes années 1780, c'est l'époque où en 1775 le prince Joseph de Condé fait construire à Chantilly notre hameau, où on déguste la fameuse crème chantilly offerte au comte du Nord, le futur Paul Ier de Russie. Donc voilà, toute une époque autour de ce retour à la nature un peu fin et un peu imaginé. De même, Mademoiselle d'Épinay, la fille de la célèbre philosophe, représentée en petite bergère cueillant des fleurs au bord de la rivière, donc une nature un peu surjouée, un peu exagérée. Très beau dessin aussi sur l'éducation des enfants, comme cette dame en train de surveiller une de ses filles adolescentes apprenant le clavecin, cependant que sa fille aînée brode. Donc tout un rapport nouveau à la sensibilité, à l'affection dans la famille, qui sont des notions un peu nouvelles dans la haute société, que l'Émile de Jean-Jacques Rousseau va mettre à la mode. Mais ce qui est essentiel peut-être dans cette salle, c'est un des talents de Carmontel, c'est la création des transparents. Alors qu'est-ce que le transparent ? C'est une technique que Carmontel va mettre au point dans les années 1780, lorsque pour l'anniversaire du duc d'Orléans, il va à Villers-Cotterêts, pour Madame de Montesson, imaginer tout un décor peints et dessinés sur papier. Ce sont des rouleaux de papier qu'il colle à la suite, qui vont être rétroéclairés, alors à son époque par des bougies, par des chandelles, et qu'on pourra ensuite placer sur une terrasse ou coller contre les vitres au Palais Royal quand c'est l'hiver, et on va découvrir ainsi par la fenêtre, de façon artificielle, des jardins tout à fait charmants. N'oublions pas que Carmontel est aussi le créateur de notre parc Monceau, l'ancienne folie de Chartres. Donc il s'amuse à créer des jardins, il s'amuse à les peindre et à les dessiner, et la particularité, c'est que ces dessins fins, ces paysages fins sont montés sur des axes qu'on peut ainsi dérouler et le paysage se déroule sous nos yeux. C'est une promenade dans un jardin. En général, on part à un bout du transparent avec un carrosse, des personnages qui montent en carrosse, qui circulent, puis qui ensuite vont prendre des barques, marcher à pied, se promener, et sur un itinéraire assez long. Ce transparent nous a été donné en 1936 par Gabriel Dessus, qui est un grand collectionneur, qui avait une demi-douzaine de transparents en sa possession. Et donc c'est lui qui a fait fabriquer la boîte dans laquelle est placé le transparent. Ce n'est en aucun cas la boîte d'origine. C'est un montage moderne datant des années 1930. Et nous sommes un des rares musées français à conserver un des transparents de Carmontel. Il y en a donc un autre au château de Sceaux qui fait 42 mètres, qui est le plus grand connu. Il y en a un autre qui a été acheté récemment par le département des arts graphiques du musée du Louvre et qui a été exposé quelque temps au Louvre-Lens. Alors le comte de Buffon, c'est évidemment une des grandes personnalités scientifiques de la fin du XVIIIe siècle. Il a écrit cette fameuse histoire naturelle, il a été le directeur du muséum, il l'a fait prospérer, il l'a beaucoup développé. Et vous voyez comment Carmontel met en scène ce grand scientifique, ce grand personnage, assis de profil dans son fauteuil avec une map monde, car l'histoire naturelle, c'est évidemment la surface du globe terrestre qui est concernée, une bibliothèque avec les nombreux volumes de l'histoire naturelle, on l'imagine, et puis aussi une évocation des travaux de Buffon avec un éléphant, un chameau, un crocodile, de la minéralogie aussi. Vous voyez comment Carmontel place toujours dans ses dessins quelques petits éléments pour documenter en quelque sorte son personnage, pour éclairer ses talents et ses goûts. Alors le siècle des Lumières, c'est évidemment l'époque où se développent les sciences. On est au temps de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Diderot est un ami personnel de Carmontel, c'est lui qui l'incitera d'ailleurs à vendre ses œuvres à la cour de Russie. Ils sont assez proches. D'ailleurs, Carmontel écrira peut-être quelques critiques de salon après Diderot. Voilà, il est aussi dans ce cercle d'amateurs éclairés. Mais l'histoire des sciences est quelque chose qui l'intéresse. Et il se plaît à représenter les scientifiques de la fin du XVIIIe siècle, qui sont presque tous des amateurs, grands bourgeois ou aristocrates. Il va les représenter en train d'exercer leur talent. Comme par exemple deux personnages observant une aurore boréale. Alors ce sont souvent des abbés de cour qui sont en habit civil, mais qui ont une charge qui leur permet de vivre et de se livrer à leurs travaux scientifiques. Quelquefois ce sont des amateurs qui ont des collections personnelles, comme l'intendante des menus plaisirs, Madame Blondel d'Azincourt, qui est représentée avec sa collection de minéralogie. C'est une dame qui a beaucoup d'argent, qui n'est pas très cultivée, mais qui fait partie de ces cercles intellectuels. Et alors Richard de Lédan, l'ami de Carmontel, qui a enregistré pour nous les noms des personnages représentés dans tous ses dessins, nous commande ce personnage. Elle avait un cabinet d'histoire naturelle fort cher, dans lequel elle n'entrait jamais. Se donnait des airs scientifiques qui faisaient mourir de rire les gens instruits, prenait un nautile papyracé pour un Bernard l'ermite et acheta plus d'une fois un coquillage pêché à la grenouillère
pour un bivalve des Maldives. Cette ignorante au demeurant, sauf petit travers qu'il faisait de tort à personne, était fort aimable, nous dit Richard de Lédan, l'ami de Carmontel. C'est tout l'esprit du XVIIIe siècle. On a aussi des collectionneurs de minéralogie beaucoup plus sérieux. Il y en a un autre absolument magnifique de l'autre côté de la salle. On a aussi des géomètres, parce que Carmontel est aussi géomètre de formation, mathématicien, il a appris cet art, et on voit donc des personnages qui, au sein de l'armée, vont lever des terrains au moyen de l'instrumentation qui était celle du XVIIIe siècle. Donc c'est une source aussi intéressante pour nous sur l'histoire des sciences, l'histoire des techniques. Pendant ces dernières années, Carmontel ne peut plus jouir de son office de lecteur du duc d'Orléans. Il a un petit appartement à Paris. Il va donc trier ses dessins, les dater, échanger avec son ami Richard de Lédan qui va faire le catalogue de ses œuvres, les dater, ce qui pour nous est une source précieuse. Il va évidemment avoir une vie un peu plus resserrée et beaucoup moins d'argent, clairement. Il a vendu 2 de ses transparents au duc de Charros, qui va lui verser une pension, ce qui lui permettra de vivre. Et puis il mourra fin décembre 1806 à Paris, dans sa maison, dans le 2e arrondissement. Et Richard de Lédan donc organisera la vente de ces dessins en 1807. Ils sont tous achetés en bloc par Richard de Lédan et quelques amis. Et ensuite, c'est Pierre de la Mésangère, spécialiste du costume, qui va acheter les dessins parce qu'évidemment, c'est une mine pour tous les historiens du costume du XVIIIe siècle. Ensuite, ça passera à un personnage écossais qui va emporter la collection des Carmontel en Écosse, et c'est là que le duc de Malle pourra acheter la collection. Évidemment, cette collection de dessins qui représente la cour des Orléans et des Condés trouve sa place tout naturellement à Chantilly.